Alors, imaginez un peu le tableau. Le moteur de l'économie mondiale qui, d'un coup, s'arrête net. Parce que le crash de 1929, ce n'est pas juste une histoire de chiffres qui plongent, hein. Non, c'est bien plus que ça. C'est carrément l'effondrement de tout un système de croyances. Un vrai séisme qui a forcé les démocraties à se poser une question. Une question qu'elles avaient tout fait, mais alors tout fait, pour éviter. Et cette fameuse question, eh bien, c'est celle qui va hanter toutes les années 30. D'un seul coup, les vieilles recettes, les vieilles réponses, ça ne marchait plus. Face à la misère qui se propageait partout dans les rues, il fallait trouver autre chose. Et vite. Il fallait inventer un nouveau chemin, de toute urgence. Parce qu'avant cette catastrophe, il faut bien comprendre qu'il y avait une idée qui dominait tout. Une sorte de dogme, presque une foi, qui guidait la plupart des politiques économiques en Occident. Une foi qui, on va le voir, a été littéralement pulvérisée par la réalité. Le fameux laisser-faire. Le principe, en fait, il est tout simple, et même assez séduisant sur le papier. L'État ne se mêle de rien, il reste à l'écart, et la fameuse main invisible du marché, eh bien, elle finira bien par tout arranger. C'était plus qu'une simple théorie économique, c'était un véritable dogme. L'idée même que l'État intervienne, c'était considéré comme une hérésie. Sauf que, voilà, l'échec a été d'une violence inouïe. En quelques petites années, cette grande certitude, elle s'est juste évaporée. Face à des millions de gens sans travail, des usines à l'arrêt, l'idée que le marché allait se guérir tout seul est devenue non seulement fausse, mais complètement intenable. Et là, la crise, ce n'est plus du tout une abstraction économique, hein. C'est une souffrance humaine, bien réelle et immense. Du coup, la pression populaire, elle devient juste irrésistible. Les gens, ils ne demandent plus la liberté du marché, non. Ils exigent de l'action. Ils exigent un État qui les protège, un État qui fait quelque chose. Alors, la première grande réponse, la première tentative d'envergure, elle vient des États-Unis, avec un programme tellement audacieux qu'on l'a appelé une expérimentation, un véritable pari pour réinventer le capitalisme et au final sauver la démocratie. Au cœur de cette expérience, il y a cette phrase incroyable de Roosevelt. Quand il dit ça, il ne fait pas que rassurer, loin de là. En fait, il déclare la guerre à la paralysie ambiante. L'objectif numéro 1 du New Deal, c'est ça. Briser ce cercle vicieux de la peur, reprendre les commandes et surtout montrer que oui, l'action est possible. Bon, alors, la première phase, c'est vraiment une opération de sauvetage d'urgence. Le but, c'est de stopper l'hémorragie, tout de suite. Donc, on stabilise les banques, on aide les agriculteurs qui sont au bord de la faillite, et surtout, on lance des travaux publics gigantesques pour redonner du travail et un salaire aux gens. En gros, c'est une injection massive d'optimisme et de cash dans une économie qui était complètement à l'arrêt. Mais le plus fascinant, en fait, c'est ce qui vient après. Parce que la deuxième vague du New Deal, elle va beaucoup, beaucoup plus loin que l'urgence du début. Là, on ne se contente plus de colmater les brèches, on construit du solide pour l'avenir. Avec la loi sur la sécurité sociale, par exemple, c'est la naissance d'un vrai filet de sécurité permanent. Et ça change le rôle de l'État américain pour toujours. Évidemment, cette onde de choc, elle ne s'arrête pas aux frontières américaines. Elle traverse l'Atlantique. En France aussi, on retrouve cette même aspiration à un État plus juste, plus protecteur. Mais cette aspiration, elle est sur le point d'exploser d'une manière bien différente. En 1936, le climat en France est électrique. Il faut se représenter la scène. 2 millions de grévistes. Et pour la première fois, ils n'arrêtent pas juste de travailler, non. Ils occupent leurs usines. C'est une vague de fond immense, une sorte d'explosion de joie et de revendication qui va propulser au pouvoir le gouvernement de gauche du Front populaire avec Léon Blum à sa tête. Et la réponse à cette pression populaire, elle est quasi immédiate. Ce sont les fameux accords de Matignon. Et là, franchement, les avancées sont spectaculaires. On parle de forte hausse de salaire, de la semaine de 40 heures, et surtout, le symbole absolu. Pour la toute première fois, les congés payés. C'est une révolution du quotidien pure et simple qui va changer la vie de millions de travailleurs. Et ce qui est super intéressant, c'est de comparer les deux logiques. Elles sont différentes, mais au fond, elles visent le même objectif. Aux États-Unis, on relance par le haut. On injecte de l'argent via l'investissement public en espérant que ça finisse par irriguer toute l'économie. En France, c'est l'inverse. On relance par la base. On augmente directement les salaires en pariant sur le pouvoir d'achat pour booster la consommation. Deux chemins distincts, mais pour une seule et même idée, la reprise ne viendra que si les gens se remettent à dépenser. Seulement voilà, pendant que ces grandes expériences sociales se mettaient en place à l'intérieur des pays, sur la scène internationale, c'était une toute autre histoire qui s'écrivait. Une histoire de repli sur soi, de méfiance généralisée et au bout du compte, d'un échec cuisant. Et quand on regarde la chronologie, c'est assez terrifiant. C'est vraiment l'engrenage fatal du nationalisme économique. Ça commence avec les États-Unis qui lancent une guerre commerciale, et derrière, tout le monde suit. C'est l'effet domino. Chaque pays se met à ériger des barrières douanières en pensant se protéger. Résultat,
le commerce mondial s'effondre et en 1933, la toute dernière chance d'une réponse mondiale coordonnée est définitivement enterrée. Et c'est ça le cœur du problème. Chaque nation, en pensant agir logiquement pour ses propres intérêts, a en fait contribué à un résultat qui a été désastreux pour tout le monde. C'est le paradoxe. En voulant se sauver chacun de son côté, les pays ont en réalité aggravé la crise globale et complètement fracturé l'ordre international. Et ce grand repli sur soi, il n'a pas eu que des conséquences économiques, loin de là. Il a surtout créé un vide géopolitique, un vide qui s'est avéré extrêmement dangereux. On touche là au paradoxe tragique de cette décennie. D'un côté, on a les démocraties qui sont complètement absorbées par leurs problèmes internes, par leurs immenses chantiers sociaux, et qui, de fait, détournent le regard du reste du monde. Et de l'autre, pendant ce temps-là, des régimes autoritaires, en particulier l'Allemagne nazie, voient cette crise comme une occasion en or, une occasion pour réarmer et préparer leurs projets d'expansion. Cette divergence, elle est totale. On a la même crise économique au départ, mais elle est utilisée à des fins radicalement opposées. D'un côté, l'intervention de l'État sert à sauver la démocratie, à créer de la protection sociale. De l'autre, elle sert à militariser l'économie et à préparer la guerre. Au final, les démocraties ont bien réussi à se préserver de l'intérieur, mais au prix d'un affaiblissement terrible sur la scène internationale, ce qui a laissé le champ complètement libre à l'agressivité. Et ça nous laisse avec une question assez troublante finalement. Le New Deal et le Front populaire ont sans doute sauvé la démocratie en Amérique et en France, mais en faisant ça, en se concentrant uniquement sur leurs problèmes intérieurs, est-ce que les démocraties n'ont pas involontairement créé les conditions d'un monde encore plus dangereux? Un monde incapable de s'unir face à la montée des dictatures? C'est tout l'héritage, aussi complexe qu'amer, de ces années 1930.